D'argent, vous courez combien de temps encore comme ça? On peut encore faire le Grand Prix d'Italie et puis avec la rallonge que nous a donné Castrol, on peut faire peut-être un autre Grand Prix ou deux après, mais on peut en aucun cas aller jusqu'à la fin de la saison. Et puis malheureusement, il faut revenir en arrière. On va revenir aussi sur les succès après, mais je pense qu'il est intéressant d'expliquer les raisons de l'arrêt de Motobécane. Parce que c'est l'arrêt des Grands Prix. Je pense que ça n'a jamais été diffusé, ou les informations qui ont été communiquées étaient à la fois incomplètes et imprécises. Il faut revenir en arrière où on avait des directeurs partout. Directeur commercial France qui vendait les cyclomoteurs et les vélos. Directeur commercial moto, Jean-Michel Biabot, Denis Bachol, qui vendait les motos. Motobécane et Guzzi Benelli en France et les Motobécanes à l'étranger. Et puis directeur commercial export, etc., etc., etc. Et tout ça, ça se marchait les pieds. Ça se marchait sur les pieds, pardon. Et quand courant 77, les ventes des 125 ont fortement baissé, que Jean-Claude Noblet et Bertrand Peugeot se disputaient, c'est surtout à l'initiative de Bertrand Peugeot, pour faire disparaître la catégorie 125 au profit de la catégorie 80. Tout à fait. Il avait promis à Ray Bombard, qui était Premier ministre à l'époque, comme Monzé Verveil, ça allait relancer l'industrie française. Jean-Claude Noblet, au lieu de riposter et de défendre les 125, s'est considéré comme battu et a décidé d'arrêter la fabrication des 125. C'était quand même pas faire preuve de courage. Donc, l'équipe commerciale moto, Jean-Michel Biabot, Denis Bachol, allait se trouver sans les 125. Ils n'avaient déjà plus les 350. Ils allaient se retrouver à avoir à vendre les Guzzi, les Benelli. Donc autant essayer d'améliorer le réseau pour vendre ces motos, sortir du réseau Motobécane, et pour sortir du réseau Motobécane, créer une société extérieure, ce qu'ils ont fait. La SEDEM, avec l'appui et la participation du directeur financier de l'époque, Léo Lacoureille. Donc, ils se retrouvaient, Motobécane se retrouvait avec des 125 à vendre dans le réseau, plus de département moto, et à qui la vente allait incomber, Gérard Serre, qui était arrivé début 76 à la moto, il n'avait rien à foutre. Donc, la course, ça sert à rien du tout. Il s'intéressait qu'au vélo, si ma mémoire est bonne. Hein? Il s'intéressait beaucoup au vélo, si ma mémoire est bonne. Et puis voilà. Donc, on va dire, d'un côté, ceux qui étaient intéressés par la compétition quittaient la société. Ceux qui restaient dans la société, ils manifestaient aucun intérêt, donc on arrête tout. Alors, un détail quand même, c'est vrai, Gérard Serre s'intéressait pas à la moto, mais je ne sais pas si tu te souviens, il a anticipé l'arrivée du vélo tout-terrain et du vélo vert. Te souviens-tu que le dernier vélo original de Motobécane s'appelait Vélo Vert, et c'était un vélo tout vert? Alors moi je corrige, je suis d'accord avec toi, mais Gérard n'y est pour rien là-dedans. Ah, pardon. Je n'ai qu'un point de vue. J'étais pas à l'intérieur de la maison. Non, c'est Jean Racovert qui était mon homologue au vélo. Et Jean était un gars de Saint-Quentin, un professionnel très compétent dans le vélo. C'est lui qui avait la responsabilité de la conception et la fabrication de tous les vélos des équipes compétition qui ont fait le Tour de France, etc. Au Canada et toute cette équipe-là de l'époque. Et c'est lui qui a eu l'idée de ce vélo vert de couleur verte. L'idée, il l'avait ramené des États-Unis parce qu'il voyageait beaucoup. Et il avait une vision très claire de ces marchés. Et Jean a eu beaucoup de mal à l'imposer. Et
après avoir fait un certain nombre de tests clientèle dans le réseau, Gérard a adhéré à cette proposition, ce qui est devenu la sienne, ce qui se passe souvent dans ces cas-là. Hein. Et pour... je ne vais pas dénigrer le personnage. C'était un commercial. Hein. C'était un commercial, et quand il y trouvait son intérêt, il savait être bon. À tel point que 19 août 79, première victoire en Grand Prix de championnat du monde à Brno, personne n'était là. 2 septembre sur le Bugatti au Mans, il fait des pieds et des mains auprès de Raphaël Hermont-Rémy, qui avait pris la succession de Carole Noblet au niveau du poste de chargé relations presse. Il se démerde pour avoir un pass pour être dans le stand avec nous. Et moi, je le vois arriver le dimanche matin, alors qu'il avait tout fait, des pieds et des mains pour que tout s'arrête. Et il arrive et il me regarde. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Bidalo, ça va pas? Vous êtes tout pâle. Hein? Je dis, Gérard, tu te sors de nos pieds parce que c'est pas vraiment le moment. Et le lundi, après la victoire, moi j'avais passé une semaine assez fatigante et donc je m'étais réveillé un peu tard. Il me cherchait partout pour aller au journal télévisé le lundi midi. Alors précisons que donc le dimanche, Grand Prix de France 1969 en septembre au Mans, Guy Bertin bat Angel Nieto, le multiple champion du monde. Pire que ça, Nieto chute au dernier tour sous la pression de Bertin. Il l'amène à la faute. C'est une victoire colossale, quoi, phénoménale. Tu ne pouvais pas rêver plus belle victoire que cette première victoire. Enfin, pardon, cette deuxième victoire. Mais en France, c'était énorme, quoi. Oui. Et alors après, Bidalo, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Ah mais attends, laisse-nous retomber sur terre. Et je peux te dire que ça va te coûter cher. Hein. T'as rien dépensé jusque-là. Mais je peux te dire qu'on va rattraper le retard. Hein. Ah bon. Tu charges pas trop. Hein. Il dit, écoute, on va commencer par payer les mécaniciens. Hein. N'oublie pas qu'ils ont été payés par les acédiques. Hein. Donc, on a quand même un arriéré à effacer. Combien? Maintenant, c'est pas fini, on va parler de l'année prochaine. Hein. C'est plus le même tarif maintenant. Hein. Et puis voilà. Et puis moi, j'avais annoncé la couleur que moi j'arrêterais fin 80. Et puis ils y avaient tellement pris goût qu'ils ont fait la saison de plus qu'il fallait pas faire. Hein. En 81, ouais. Alors, c'est le moment où tu as été approché par Pernod pour faire la 250. Comment s'est faite cette articulation-là? C'est encore, je ne vais pas dire que c'est un concours de circonstances, parce que je pense qu'autour de nous, au cours de notre vie, on a des circonstances qui se présentent, on les voit pas, des fois on laisse passer la chance, et là, c'est Raphaël de Moremi qui a joué un rôle essentiel, d'abord dans la poursuite de la 125. Il y avait eu Castrol, il y avait eu Kurtner, enfin des petits sponsors techniques, mais qui ne permettaient pas de bloquer les budgets. Rémi Louvel, de par ses relations, et surtout les relations d'Yves Morosi, qui était Monsieur Moto à l'époque. Hein, et oui, voilà. Faut pas l'oublier. On revit une époque incroyable. Et donc, Rémi avait bien vendu le projet à Yves Morosi, et on était en pleine période de campagne électorale des élections législatives. Donc il a vendu le projet à Chirac, mairie de Paris, et Charles Doé a trouvé 3 sous dans la caisse. Raymond Doé. Il a trouvé 3 sous dans la caisse. Il a vendu le projet Serge Dassault, Morangis, sans fief. Morangis souhaitait installer l'atelier où nous traitions toute cette activité-là. Donc, Serge Dassault a aussi trouvé 3 sous dans la caisse. Mais ça, c'était des coûts liés à la campagne, des coûts qui allaient s'arrêter une fois les élections terminées. Et par contre, Raphaël nous a mis
nous a introduit dans le groupe Pernod Ricard. Et tu sais pourquoi? Ben oui, on Parce va y que arriver. Raphaël était ami avec la famille de Montrémy était ami avec la famille Cambournac, qui possédait le groupe Pernod. Aymar. Oui, mais Aymar était le bras droit Du directeur général. de Cambournac. Cambournac était président. Cambournac Et était on n'a pas Aymar. commencé par Pernod, on a commencé par Ricard International. C'est par ce biais que Raphaël nous a introduits dans le groupe. Et j'ai fait la connaissance de quelqu'un d'exceptionnel, qui était le patron de Ricard International. Je donnerai le nom hors micro. Parce que non seulement il était le patron de Ricard International, mais il a été aussi le patron des services secrets. Mais attends, est-ce que Pernod Ricard était déjà associé à l'époque? Bien sûr, Ah, c'était donc le groupe Pernod Ricard. il venait de se constituer alors. Oui. Et donc, on a commencé par Ricard International, et c'est pour ça que la moto est apparue dès 78. Avec Ricard. Avec ouais. Ricard, blanche et les couleurs Ricard. Oui, ça, Et voilà, et elle a continué Ricard jusqu'à Seine 79, où Thierry tombe, se blesse. Et puis là, on est obligé de réfléchir longtemps. Qui est-ce qu'on met dessus? Alors, Thierry Espier, donc, qui était le pilote officiel Motobécane, se blesse et il va falloir le remplacer pour cette fin de saison 79. Et alors là, au sein de l'équipe, il y en avait un qu'on regardait du coin de l'œil depuis un moment, c'était Guy Bertin. Pour toute sa personnalité, son gabarit qui était idéal pour le une 125, cet esprit de tueur. Cette Lui, arme. c'est un tueur. Ouais, ouais. Autant Thierry, c'est un gentil. Guy, c'est... Mais le problème, c'est que Guy, on l'avait quitté à Jarama 79, donc avant de monter en Hollande. On l'avait quitté, il était tombé. Il s'était fait très 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 mal. On savait qu'il était rentré chez lui. On ne savait pas trop dans quelles conditions. On prend des nouvelles. Il est toujours à l'hôpital. Les toubibs parlent de l'amputé du pied. Sa femme nous dit non, moi je le soigne avec ma méthode. Et oui, mais qu'est-ce que tu fais? À l'argile verte, absolument. À l'argile, etc. Et puis, je viens de faire une fausse couche, de perdre le gamin. Contexte vraiment très chaud. Et puis, je réussis à voir Guy. Guy, ton état de santé te permettrait de rouler en Angleterre? Ouais. On connaissait quand même le personnage. On s'est dit, bon allez, écoute, on devait être à un mois de Silverstone. On va organiser une petite séance d'essai à Magnicourt. Jean-Claude Besse, Daniel Offrère à la moto, et Guy, qui arrive avec le pied à ça du sol. Et Guy, impossible de monter sur la moto, impossible de démarrer tout seul. Fallait le démarrer à la poussette et encore la pédale de frein, il ne pouvait pas y toucher. Et puis, ça va aller. Ça ira. Il arrive en Angleterre. Ça allait mieux, c'est vrai. Il était incapable de démarrer tout seul. Donc on obtient qu'il parte dernier, malgré ses temps aux essais. Qu'il parte dernier, donc il part dernier. Et puis, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Et on se dit, il va pas nous le faire, il prend la tête. Et puis à 3 tours de la fin, il fait 2, il fait 3, il finit 3. Et il arrive en larmes, moi j'ai encore les larmes. J'ai craqué. Et pour que qui dise ça, Tellement il avait mal. je me suis bien gambergé.
J'ai dit, avec tous les emmerdes que j'ai eus, c'est pas possible que je gagne. Et donc il a gambergé, et puis le temps de gamberger, Enfin, ils l'ont pas attendu. Hein. Il est sur le podium quand même, hein. Faut pas... Mais les prochains, ils sont pour moi. Et donc le suivant, Tchécoslovaquie, il gagne. Tchéco. Et le suivant, Le Mans, il gagne. Et donc, Le Mans, le samedi soir, Daniel Aymard avait demandé à Michel Mouillot d'organiser un repas autour du circuit avec tous les cadres de direction de Pernod et tous les chefs de service et moi-même. Et puis moi j'avais commencé à travailler sur un éventuel projet de 250 ans. Et puis de fil en aiguille, en discutant avec Daniel Aymard, le sujet a été abordé. Écoutez, venez en parler. Puis voilà, puis après tu connais l'histoire, le film, les VHS que j'ai fait restaurer, là, plutôt que Jean Farge a restauré, relate assez bien l'histoire, même si on comptait mercantile et publicitaire dedans. Et donc de fil en aiguille, on a mis le pied à l'étrier et on a bâti le projet, sachant qu'il y avait deux possibilités. Il y avait chez Pernod d'un côté Bernard Cambournac, son fils Alain Chevalier, la famille Chevalier, avec un projet d'évolution de l'écurie vers une moto qui restait à définir. Et de l'autre côté, je dirais, je ne vais pas dire le clan Daniel Aymard, mais le projet Daniel Aymard, Raphaël, etc., qui concernait le projet qui a été retenu et qui a vu le jour ensuite. D'accord. Je rajouterais quand même qu'après l'accident de Thierry sur une moto qui était badgée Ricard à Seine, pour la sortie d'après, Michel Mouillot, et à juste titre, a défendu l'idée qu'au sein du groupe Pernod Ricard, c'était inutile qu'il y ait les deux marques qui se retrouvent sur la même activité et qui se tirent la bourre, et qu'il était beaucoup plus logique et cohérent que tout soit Pernod, et c'est comme ça que la 125 est devenue Pernod, qu'on a quitté Ricard. Alors que il y avait un projet qui avait juste été esquissé avec Ricard. Parce que la présentation de la moto 1979, toute blanche, avec la boîte magnésium, etc., elle a été présentée sur le circuit Paul Ricard le jour des 200 miles, dans les salons privés de Paul Ricard. Et Paul Ricard était tout à fait prêt à se lancer dans ce projet. Mais il a été, il a été dissuadé par ses conseillers parce qu'il venait de démarrer aussi à cette époque-là avec Éric Tabarly tous les projets d'hydrofoil, voilà, sur lesquels ils avaient misé avec des budgets colossaux, vraiment colossaux. Et il dit non, ça va pas le faire parce que on va pas se disperser. Oui, et puis à l'époque, Ricard avait depuis 10 ans le circuit Paul Ricard, qui était un outil de promotion colossal, et le projet hydrofoil avec Tabarly était lié aux Ambiers, les îles des Ambiers, où Paul Ricard avait créé une fondation de préservation de la nature. J'ai été reçu avec mon épouse. Donc, il avait des projets tous azimuts, Paul Ricard. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que, à l'époque, je n'ai pas mesuré l'importance des budgets qu'ils, Ricard d'un côté, Pernod de l'autre, étaient capables de débloquer pour aller dessus. Et encore, je parle des budgets officiels. Je ne parle pas des budgets officieux dans le genre du lobbying. Le paradoxe, c'est qu'en 79, donc, au moment où il y a tous ces mouvements qui se passent, Pernod arrive, Ricard est dans la course, il y a le circuit Paul Ricard, il y a tout ça. Et le paradoxe, c'est que
tes motos commencent à gagner des grands prix, mais finalement, Jean Bidalot qui est là, le monde, ce petit microcosme s'interroge un peu sur, mais qui c'est Jean Bidalot, qui il est vraiment? Il y avait comme une espèce d'ostracisme à ton égard. Ah ben, tout à fait. Et je dirais que c'est le résultat de ma façon d'aborder la course, en parallèle à l'activité professionnelle que j'ai toujours conservée chez Moto Weekend, jusqu'à mon départ en avril 80 pour me consacrer à plein temps à la conception de la moto Pernod 250. Cette activité course, c'était après les heures de travail, et que donc j'ai quitté le travail le vendredi pour être sur les Grands Prix dans la nuit du vendredi au samedi, et je repartais tout de suite après la course pour être au travail le lundi 8h, ce qui fait que sur les circuits, je n'avais ni le temps, je dirais ni l'envie, parce que c'est aussi ma personnalité, de ne pas perdre son temps à aller tailler une bavette, tchatcher, ce que faisaient tous les gens. Ce que vous êtes paddock, mais parce que... paddock, parce qu'il fallait bien occuper la semaine aussi. Alors, oui, et puis on retombe dans ce qu'on disait en début d'entretien, c'est-à-dire ce décalage qu'il y a eu entre un monde où la quasi-totalité des gens étaient des autodidactes, des gens arrivés là comme ça, et puis toi, j'ai presque envie de dire, tu te comportais sur un circuit comme au bureau. Donc il y avait une sorte de décalage entre ces gens dont la passion n'était pas à mettre en doute, la tienne non plus d'ailleurs. Enfin, tu avais l'attitude de quelqu'un qui venait bosser, si j'ose dire, alors que les autres venaient courir. Ça peut paraître étrange d'entendre ça aujourd'hui, où la compétition est devenue 100% professionnelle. Tu as presque été précurseur sur cette vision de la chose, quoi. Sur un circuit, on est là pour bosser. J'en veux pour preuve, et ça je vous ferai voir tout à l'heure, le système que moi j'avais mis en place de prise de notes qui détonnait complètement par rapport à tout ce qui se passait autour de nous. C'est-à-dire à chaque fois que les motos rentraient en piste, je dis bien à chaque fois, que ce soit des séances d'essai libres, des séances d'essai chronométrées, chaque moto avait sa feuille. Voilà. Ah oui, donc... voilà. Et tu avais déterminé cette feuille de route. Et donc, est-ce qu'au début, les mécaniciens renaclaient à avoir à faire tout ce travail? C'est pas eux qui le faisaient. Nous étions deux à le faire. D'accord. Il y avait Denis Chevrier et moi. D'accord. Oui, parce que Denis a travaillé sur les motobécanes ou pas? Oui, d'accord. Denis, en 79, venait bénévolement sur toute... Et que lui, il était encore en école d'ingénieur ou il avait fini? Il avait fini. Il venait d'être diplômé, quoi. Il avait fini. Donc lui, ça lui paraissait pas étrange. Non. Alors ça, dans le reste du milieu, prendre des notes comme ça... Ah ben, nous, on a... Moi, j'ai toutes les notes de toutes les courses des deux pilotes. Alors, ça, nous, on savait que des gens le faisaient, puisqu'on savait que, bon, MV Agusta ne courait plus, mais on savait qu'Arthur Romani le faisait. Et on avait vu, puisque c'était on avait vu que les ingénieurs japonais de Yamaha, puis de Suzuki qui étaient arrivés, le faisaient. Mais on n'avait pas le contact avec eux, donc on pouvait... Personne... Moi, j'ai vu les carnets de Mani 30 ans plus tard. Personne n'avait jamais vu les fameuses notes de Mani, et personne n'avait jamais vu aucune note de japonais. Mais on voit bien, puisque on l'a su aussi toujours après, quand un ingénieur de Honda qui avait couru dans les années 60 m'a montré ses notes, tout était référencé aussi. Et ça détonnait complètement par rapport à ce milieu qui était très amateur. Et les années 80 vont être la charnière. La plupart du temps. Les années 80 vont être la charnière qui fait passer les grands prix de ce stade d'amateur au stade professionnel. Et en fait, tu étais en plein dedans aussi. Donc on va arriver à l'aventure Pernod. Oui, tout à fait. Et donc, lors de ce dîner au Mans, la victoire en Céline de septembre, donc c'était le 1er septembre 1979, on convient avec Daniel Aymar d'un rendez-vous pour développer le sujet, et que l'on va présenter ensuite à Bernard Cambornac et Michel Mouillot, bien sûr, qui lui n'attendait qu'une chose, c'est que ça démarre et qu'il en soit le responsable. Il faut rajouter que
Raphaël de Moremi, lorsqu'il nous avait introduits dans le groupe Pernod Ricard, avait aussi comme arrière-pensée d'être le responsable de cette activité chez Pernod, et que très rapidement, il y a eu concurrence entre Michel Mouillot et Raphaël de Moremi au profit de Michel Mouillot. Tout a commencé par un rendez-vous. Pernod souhaitait lancer une moto de Grand Prix de conception française, soit, mais comment? Jean Bidalot, l'ingénieur chargé du projet, alla s'en expliquer avec Bernard Cambournac, PDG de Pernod, et Daniel Aymar, le directeur général. Et comment voyez-vous le déroulement des opérations maintenant que ce contrat va être, dès que ce contrat aura été signé? Je pense que l'assemblage commencera début septembre 80 pour une première sortie. Et de fait, courant septembre débutèrent les opérations. L'objectif était que la moto roule en 1981. Il ne fallait pas perdre de temps. De la première forme en bois à la construction du moule proprement dit, tout alla très vite. Vite, compte tenu du travail à faire, s'entend. Mais une moto ne se fait pas en soufflant dessus et les jours passaient dans l'attente du grand moment. Au stade suivant de la fonderie, les cœurs battaient la chamade. En cassant le moule, allait apparaître l'une des pièces moteurs essentielles, le cylindre, le premier cylindre Pernod. Une séance d'usinage plus tard, le moteur était né. Et la première victoire, c'est pour quand? Wait and see. Le plus tôt possible. Voulez-vous que nous signions le document? Bien sûr qu'il le voulait. Parapher des documents préparés à l'avance n'était qu'une simple formalité. Le plus dur restait à faire car, de la signature du contrat et de la maquette inaugurale en bois à la vraie moto, il y avait tout de même un grand pas. Alors, il faut dire aussi, on revient toujours à la petite histoire dans la grande histoire. C'est aussi, cette fin des années 70, une période où les luttes anti-alcooliques, Oui, tout à fait. la lutte anti-alcoolique devient primordiale en France, et que les premiers visés vont être les fabricants et les distributeurs de spiritueux. Pas le vin, pas tout de suite, mais... Et donc, ça aussi, c'est important, aussi bien Pernod que Ricard veulent anticiper sur les lois qui vont arriver et qui vont limiter la publicité pour les spiritueux. Absolument. Et du coup, le sponsoring va devenir un moyen détourné. On va le constater tout de suite après pour les tabacs. La publicité directe va être interdite, mais pas le sponsoring, pas la publicité indirecte. Et ça va être la raison pour laquelle ces gens vont chercher des supports qui seront l'automobile et la moto. Très important à préciser quand même par rapport à cette période. Donc Pernod décide de s'engager avec toi pour construire une 250. Dès 1980, le projet démarre tout de suite. Moi, je commence déjà dans l'hiver 79-80. Une fois que tout ce qui est à faire pour lancer la saison 1980 de la 125, tout est fait, je me consacre, pas tout à fait. Lorsque j'avais remis ma démission chez Moto Weekend, je m'étais engagé à conduire le projet du 50 EV, qui à l'époque était en gestation et était en industrialisation, à conduire ce projet jusqu'au lancement commercial. Et c'est donc que je suis resté jusqu'en avril 1980, où on a fait le lancement commercial à Brioude. Mais j'avais obtenu quand même d'avoir un peu de temps pour travailler dessus, sur le 250 Pernod. Avec une anecdote qui n'est pas connue, mais aujourd'hui à prescription, et on peut la raconter. Lorsque j'ai annoncé chez Moto Weekend que j'allais quitter la maison, j'ai en même temps remis ma lettre de démission. J'ai signé mon contrat pour revenir début 83. Restait à remplir la case rémunération, mais pour le reste, c'était acquis. Et à ce moment-là, Jean-Claude Noblet a eu une initiative
qu'on pourrait considérer comme inappropriée, peut-être même malvenue. Il a invité, pour ne pas dire sommé, Bernard Cambournac et Daniel Aymar à venir le voir à Pantin. Bidalot ne va pas quitter la société. Cette moto, ça sera la 250 watts du David Pernot comme sponsor, comme pour la 125. Bon, bien évidemment, c'est pas la peine de développer la suite de la réponse qui lui a été faite. Mais non, puisque Pernot avait besoin de faire une moto portant son nom pour avoir le droit de l'afficher. Donc de toute façon... Mais c'est compréhensible de la part du patron de Motobécane. Non, mais lui, il défendait ses intérêts. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais.